Bienvenue sur IC Beyrouth à Ici l'entretien. Depuis le 28 décembre, les Iraniens sont dans les rues. Un mouvement de contestation parmi les plus importants depuis la proclamation de la République islamique en 1979. Une république autoritaire qui semble vaciller, mais qui tient encore, pour le moment. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Yasmina Asgharghis. Bonjour Yasmina, chercheuse associée à l'université de Princeton et doctorante à la Sorbonne Nouvelle, spécialiste du Moyen-Orient. Yasmina, avant de commencer, regardons ensemble le dernier point sur la situation en Iran, un récit préparé par Maroun Shahin. We've been told that the killing in Iran is stopping, and it's stopped, and it's stopping. And there's no plan for executions or executions. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. I'm sure if it happens, we'll all be very upset. می‌دانیم که چه عواملی از خارج سعی کردن طراحی بکنن. رژیم صهیونیستی مسئولیت L'Iran a également annoncé ce matin, jeudi, qu'un manifestant dont le sort inquiétait Washington et les défenseurs des droits humains ne sera pas condamné à mort après son arrestation il y a quelques jours. Et aussi, selon le chef de la diplomatie iranienne, le calme règne à présent dans le pays et les autorités ont le contrôle total, je cite, de la situation. Yasmina Asgharghis, aujourd'hui, que peut-on dire de la situation en Iran après ces semaines de manifestations? Est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est une nouvelle page aujourd'hui qui se tourne? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors déjà, on peut parler d'un grand moment de désynchronisation entre un régime théologico-politique qui a du mal à comprendre et à parler à sa rue, et on l'a très bien vu dans les dernières heures avec un entretien assez édifiant du ministre des Affaires étrangères iranien à Fox News qui globalement expliquait que les derniers jours et les immenses manifestations de rue qu'on a pu voir avec un désarroi profond de la population iranienne, relève d'une entreprise de manipulation terroriste et que tout ça finalement n'est que l'instrumentalisation d'Israël ou du Mossad. Vous Aujourd'hui, mais avez c'est la justification tout le temps. Quand il y a des mouvements de contestation en Iran, on accuse les autres, et c'est typique des régimes autoritaires, d'accuser les autres pour pas se remettre en question. Est-ce que aujourd'hui, le régime iranien, que vous avez dit théocratique et politique, pourrait se remettre en question pour pouvoir tenir? Alors, il est très compliqué de voir aujourd'hui à quel point le régime pourrait changer intégralement, tant dans son argumentaire que dans sa manière de négocier, puisqu'on a pu voir pendant ces dernières heures que fondamentalement sur le nucléaire, la position qui a été celle des Iraniens ne change pas, à savoir qu'ils estiment que c'est leur bon droit et qu'en aucun cas ils veulent arrêter l'enrichissement nucléaire. Ça, c'est un premier point. Et le second, qui est le sujet très tendu du balistique, d'eux-mêmes, ils ne veulent pas en discuter, revenir en arrière, puisqu'ils estiment que cela relève de leur sécurité nationale. Face à ça, vous avez les États-Unis qui veulent rentrer dans une phase de négociation, qui espèrent que ce régime de l'intérieur va céder à la pression et s'affaiblir pour venir justement négocier
en bonne foi et d'une manière à pouvoir transformer quelque part, moderniser, voire réformer ce régime sans avoir de nouveau à utiliser la force qui est la stratégie de cette nouvelle administration Donald Trump version 2.0 qui est véritablement la force avec des inquiétudes du côté des MAGA, raison pour laquelle le ministre des Affaires étrangères iranien est allé sur Fox News pour essayer d'inquiéter, entre guillemets, en tout cas de dire à la base électorale MAGA, donc Make America Great Again, que l'ingérence en Iran ou une autre intervention militaire ne pourrait absolument rien donner et que ce serait rejouer quelque part le scénario de juin dernier. Et on a bien vu effectivement depuis juin dernier qu'il n'y a pas eu d'immenses évolutions ou en tout cas de changements de la part du gouvernement Ouais, iranien. En mais tout cas, quoi faire à ce moment? Donc, si on a un régime, d'une part, iranien, qui ne veut pas négocier ni sur le balistique, ni sur le nucléaire, et d'autre part, on a une administration Trump qui a menacé plusieurs fois d'intervenir militairement. Hier aussi, on l'a vu, les mouvements de bâtiments militaires, on a gelé les espaces aériens, on a fermé les espaces aériens. On s'est dit, c'est bon, ils vont frapper comme ils ont frappé en juin. En même temps aussi, mardi, il a promis aux manifestants sur son réseau Truth Social, il a dit, beaucoup d'aide est en route, continuez à manifester, prenez le contrôle de vos institutions. Mais au final, aujourd'hui, quand vous dites, on ne peut pas négocier avec le régime iranien. Trump ne peut pas faire un nouveau coup à la Venezuela en Iran, alors on est dans un statu quo et on est en blocage et rien va se passer. de toute évidence, enfin, mon analyse pour l'instant, c'est de dire que les Américains, et en particulier Steve Witkoff, essayent d'épuiser toutes les autres pistes afin que, si vous voulez, les Iraniens arrivent. Et dans tous les cas, la diplomatie, c'est ce qui finit toujours par arriver. Est-ce que ça arrive après des frappes? Est-ce que ça arrive après... en cas de chute du régime, il faudra également parler à ces personnes-là, parce qu'il ne faut pas imaginer que en 24 heures, que ce soit Reza Pahlavi ou quiconque d'autre qui viendrait de l'extérieur pourra du jour au lendemain contrôler l'entièreté du territoire, sachant qu'on n'a pas d'informations sur de réelles défections en interne. Donc on voit bien qu'il y a encore une pénétration et un contrôle militaire et sur le plan des renseignements de ce territoire iranien. Ils ont réussi tout de même à désactiver Starlink qui a empêché, si vous voulez, de montrer ce qui se passait véritablement en Iran et même même la Maison-Blanche est assez aveugle sur ce qui se joue. La seule manière pour nous de savoir vraiment ce qui se passe sur le terrain en Iran, ça a été les derniers retours. Donc sur les dernières 48 heures des gens qui ont pu revenir en Europe ou aux États-Unis et qui ont donc raconté ce qu'ils avaient vu. Euh, la nuit dernière, effectivement, l'espace aérien iranien a été gelé et il y a quelques heures, vous avez de nouveau des vols Turkish Airlines, entre autres, qui ont repris. Donc, on va de nouveau avoir des témoignages et des gens qui pourront raconter, nous montrer les images et probablement qu'on aura meilleure visibilité sur ce qui est en train de se jouer sur place. Mais pour l'instant, et c'est ce que Donald Trump essaye de faire, c'est de donner, si vous voulez, le bénéfice du doute en disant, OK, il semble ne pas aller vers l'exécution de ce jeune homme manifestant qui a été arrêté hier. Essayons de voir s'ils viendront négocier avec véritablement une volonté de coopérer. Et puis, le vrai sujet également, qui va être fondamental aussi, c'est la prise et la présence de ce régime dans la région. On va parler de la région juste après, mais je veux revenir un peu sur le mouvement en lui-même. On parle de 3200 morts au minimum. On a eu des chiffres de 10 000, 12 000. On ne sait pas encore exactement, mais on peut s'attendre avec un régime comme on connaît ce régime iranien. Si on a 3 000 morts, on a je ne sais pas combien d'arrestations. Et après, on va avoir des exécutions, si ce n'est pas aujourd'hui, dans un mois, dans 2 mois, ou des tortures et des morts en prison. Mais aujourd'hui, est-ce que ce mouvement peut juste s'arrêter comme ça? Si on le compare avec 2009, avec 2022, Femmes, Vie, Liberté, c'est un mouvement qui rassemble tous les slogans économiques,
théologique, contre ce système théocratique, la cherté de vie, le droit des femmes, est-ce que ce mouvement peut juste s'arrêter comme ça au bout de 2 semaines? On est véritablement dans une bascule et dans une espèce de fatigue historique du peuple iranien et on voit bien que, à la grande différence avec le mouvement de 2009 qui était véritablement une espèce de contestation intrasystème sur la question de fraude électorale, le guide suprême n'était même pas mentionné par les manifestants. En 2022, vous avez effectivement le mouvement Femmes, Vie, Liberté qui est extrêmement porté par des femmes jeunes de divers milieux, mais ça restait un mouvement de revendication féministe au premier abord. Mais aujourd'hui, vous avez véritablement une coalition et une démographie iranienne qui s'est unie avec voilà, des groupes, des âges et des provinces extrêmement différentes sur le plan économique, politique et même idéologique dans une moindre mesure. Et si vous voulez, cette unification avec des chants qui sont totalement nouveaux. Je veux dire, on entend des chants d'appel à l'aide pro-Trump, pro-israélien. Enfin, tout ça est extrêmement nouveau dans ce paysage. Et donc, de toute évidence, on est dans une bascule historique. Est-ce que celle-ci va conduire à la chute de ce régime demain, dans 1 an ou dans 5 ans? En tout cas, dès lors que vous avez désynchronisation totale entre un régime, un appareil d'État et la population, qui a été abreuvé de discours qui ne fonctionnent plus aujourd'hui, l'appareil répressif ne pourra pas continuer à faire taire ce peuple trop longtemps et à un moment, il faudra que le discours et l'organisation permettent à ce peuple de prendre son destin en main. Rappelez juste, comparaison n'est pas raison, mais tout de même, en Syrie, ça a pris énormément de temps pour le peuple syrien et si vous voulez voir arriver une alternative qui n'avait pas été pressentie comme la plus démocrate, à savoir l'ancienne tête de Jabhat al-Nusra, personne n'aurait parié sur lui. Mais enfin, ce que ça dit, c'est que vous avez tout de même, à un moment, eu exactement les mêmes problématiques au sein de l'opposition syrienne. Le problème de l'incarnation, est-ce que quelqu'un qui vient de la diaspora, qui est un peu déconnecté, qui a vécu aux États-Unis pendant 40 ans, bien qu'il soit dans la lignée du chat, est-ce qu'il peut véritablement être un prince héritier? Et si tel est le cas, comment fait-il pour exercer la force sur son propre territoire? Et même, rappelons, même dans des scénarios totalement différents, puisqu'il n'y avait pas de révolution, mais tout de même, quelqu'un comme MBS, qui n'était pas prévu au pouvoir en Arabie Saoudite, a tout de même dû exercer la force avec cette démonstration de pouvoir qu'a été le Ritz-Carlton, où il a, si vous voulez, cassé toutes les oppositions et les personnalités qui pouvaient lui nuire dans son accès au pouvoir. Est-ce que demain, le Reza Pahlavi pourrait faire ça? A-t-il des gens à l'intérieur du système qui vont le rejoindre? Et comment est-ce que la fracture potentielle au sein de la société peut se traduire à un niveau structurel au sein du régime? Tout ça, c'est encore très très compliqué à savoir et à comprendre. Ce que l'on sait, c'est que ce régime est totalement affaibli et on le voit bien dans la démarche et dans la manière dont Mais Arachine on dit que c'est un mise des... régime affaibli depuis des années. Ça fait des années qu'on dit c'est la fin, c'est le début de la fin, il va pas tenir. Moi, je pense que depuis au moins 2014, j'entends dire que oui, Khamenei va pas tarder à mourir et ce sera la fin de la République. Il est encore là et le régime. Est-ce qu'on pourrait, je ne veux pas trop comparer, mais est-ce qu'on pourrait se dire, si le guide n'est plus là, mais que le régime avec les gardiens de la révolution reste, est-ce qu'il y aurait moyen, avec ces gardiens, de négocier quelque chose? On arrête un peu, on limite un peu la théocratie et les systèmes des proxys et de Wilayat al-Faqih, et on trouve un deal. Est-ce que vous pensez que ce serait une sortie, une possibilité de négociation? C'est pour ça que je vous comparais la situation à l'Arabie Saoudite ou prenons même le Venezuela. Si vous n'avez pas d'homme en interne qui peut incarner non seulement la reprise du pouvoir, mais aussi une forme de légitimité vis-à-vis de la rue iranienne,
on ne pourra pas avoir cette espèce de traduction entre ce qui se passe dans la rue et un nouveau système politique. Ce que l'on sait en tout cas, c'est qu'il y a un véritable affaiblissement au niveau de l'axe de la résistance, que vous avez des réflexes sur les derniers jours et les dernières semaines de régimes en perdition, à savoir des demandes de visa à divers pays occidentaux d'une certaine élite et classe dirigeante iranienne, des flux d'argent qui sortent de l'Iran pour mettre un certain nombre de fonds pour protéger les fonds, entre guillemets, de la classe dirigeante iranienne, et puis plusieurs ministres qui ont pris avec leurs familles leurs avions pour des pays de la région, en tout cas des pays où ils se sentent en sécurité. Et tout ça vous dit, si vous voulez, qu'il y a un sentiment d'être assiégé. Est-ce que la force et la répression va les maintenir au pouvoir? C'est une limite qui a été posée par Donald Trump, qui a expliqué que très clairement, s'il y avait des exécutions, si le peuple continuait à être assassiné, comme on est en train de le voir avec des nombres assez pharaoniques, et là encore une fois, on sait que c'est en milliers. Et les morgues et les chiffres des hôpitaux nous le montrent, ainsi que les images. Le récit, si vous voulez, totalement anachronique du régime qui consisterait à dire que tout ça est une manipulation Ouais. du grand Satan et du petit Satan, ne marchera pas, ni sur le plan rhétorique, ni auprès du régime lui-même, parce qu'un régime ne peut survivre et vivre que si ses acteurs sont convaincus au quotidien dans la légitimité de ce pouvoir. Donc, et là, c'est là que des fissures commencent à véritablement s'approfondir et donc on n'est pas à l'abri de voir des Encore un réagissements changement, erratiques. en Iran ou dans la région. Ça fait des années, au moins depuis le 7 octobre 2023, si ce n'est pas depuis 2024, où on parle d'un nouveau Moyen-Orient, un New Middle East. Aujourd'hui, un changement de régime en Iran ou un affaiblissement de l'Iran, comme on a pu le voir, vous avez parlé de l'axe de la résistance qui est affaibli, et on a encore une nouvelle crise en Iran. Comment est-ce que la région est impactée? Je pense surtout aux pays du Golfe. On a déjà vu le Qatar se faire bombarder, même si c'était de la forme en juin, quand il s'est fait bombarder par les Iraniens, les bases américaines au Qatar, c'était de la pure forme. Mais quand même, il y a sûrement un impact. On a vu hier que les bases américaines commençaient à être évacuées en partie au Qatar avec le risque de réponse iranienne. Ces pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar, Oman, comment ils sont impactés par cette crise? Est-ce que ça les arrange, cet affaiblissement du régime, ou au contraire, même si on a la lutte sunnite-chiite, au contraire, ils ne veulent pas que ce régime soit trop affaibli pour qu'il n'y ait pas un chaos et un désordre? Alors sur le plan géopolitique, idéologique et purement stratégique, évidemment que ces pays du Golfe n'ont pas nécessairement intérêt à voir de nouveau un affrontement entre leurs alliés occidentaux américains et israéliens et les Iraniens, parce qu'ils se retrouvent systématiquement au milieu avec notamment les bases américaines dans la région. Mais au-delà de ça, si vous voulez, que ce soit un pays comme le Qatar ou un pays comme les Émirats, ce sont des pays qui basent leur système et leur crédibilité économique et géopolitique sur la stabilité. Et donc, la sécurité pour eux est fondamentale, que ce soit pour leur peuple, mais aussi pour la manière dont ils se présentent au monde. Et si vous voulez, un pays comme le Qatar ou Doha, où on a pu voir des frappes, que ce soit à proximité de l'aéroport ou effectivement en juin dernier sur la base aérienne américaine, c'est quelque chose qui vient déstabiliser un récit et toute une campagne, si vous voulez, de communication qui a été faite de la part de ces pays pour montrer qu'ils sont le nouveau visage d'un Moyen-Orient stable et engagé dans la médiation, le dialogue et même le rapprochement entre les peuples. Par ailleurs, vous avez aussi un enjeu démographique qu'il ne faut pas minorer, à savoir que les Émirats, par exemple, si vous allez aujourd'hui à Dubaï ou à Abu Dhabi, vous entendez dans la rue autant de personnes qui parlent en hébreu que en iranien. Et donc ça dit aussi la proximité et la complexité
dans laquelle ces pays-là du Golfe se retrouvent, puisqu'ils ont des intérêts et des communications stratégiques avec les deux bords. Maintenant, l'Arabie Saoudite ne veut pas effectivement que les États-Unis aillent au front de nouveau et s'engagent dans la chute militaire, en tout cas, de ce régime iranien, pour plusieurs raisons. L'une d'elles peut être également stratégique, puisque dès lors que les États-Unis ouvriront, si vous voulez, la boîte de Pandore qui est l'Iran, sur le plan gazier, économique, énergétique, effectivement, les pays du Golfe n'auront plus l'attrait qu'ils ont aujourd'hui. Parce que la richesse, si vous voulez, du marché iranien est tout à fait comparable à ce qui a été récemment euh, collecté, si vous voulez, au Venezuela. Donc, Donc en gros, si c'est l'Iran aussi une question énergétique où les pays du Golfe n'ont pas nécessairement intérêt aussi à se retrouver et au milieu et à se retrouver, ne plus avoir la position de monopole au niveau énergétique. J'aimerais bien conclure sur une seule question. Dans les prochaines semaines, prochains mois, prochains jours peut-être, quel scénario vous paraît le plus probable en Iran? Chute de régime, on retour au statu quo, un régime 2.0. Alors, on a un porte-avions américain qui est en train de cheminer très tranquillement jusqu'au Moyen-Orient. Et donc, euh, dans à peu près 10 jours, celui-ci arrivera sur zone et pourra être déployé en cas de véritable volonté américaine d'engager la force en Iran. Est-ce que ce compte à rebours, quelque part, qui est lancé d'une semaine à 10 jours, donne l'espace pour le ministre des Affaires étrangères iranien de venir à la Maison-Blanche avec un engagement fort sur un certain nombre de dossiers. Il sait ô combien il est attendu autant sur l'économique que sur le sécuritaire, sur le désengagement vis-à-vis du Hezbollah, des outils du Hamas à Gaza. Donc tout ça, si vous voulez, euh, viendra dans les prochains jours créer soit des opportunités, soit un refermement et un repli du régime iranien, et auquel cas les options qui s'ouvriront à la Maison-Blanche seront multiples. La force ou continuer la politique de containment, de sanctions économiques et attendre que ce régime arrive à bout de souffle, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, puisque le prix de la vie et les sanctions économiques ont généré et provoqué cette coalition et cette révolution dans les rues d'Iran. Merci beaucoup Yasmina Asrarguiz, je rappelle chercheuse associée à l'Université de Princeton, doctorante à la Sorbonne Nouvelle, spécialiste du Moyen-Orient. Et merci à vous, chers internautes, de nous suivre toujours plus. Vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site web www.icbeyrouth.com et sur nos réseaux sociaux.